Bonsoir à toutes et à tous. Natacha Waxman, récemment élue présidente de Médiation Plurielle, et donc c'est à ce titre que je vous accueille ce soir. Alors, Médiation Plurielle, c'est donc l'association des anciens auditeurs et auditrices des formations du CNAM à la médiation. Je vois beaucoup d'anciens, d'anciennes aussi, donc c'est une joie de se retrouver entre anciens élèves, mais aussi avec les auditeurs de la promo actuelle. Donc voilà, la médiation plurielle se veut un lieu d'échange entre les différentes générations d'auditeurs et d'auditrices. Et parmi nos nombreuses activités, donc nous avons ces conférences, conversations et controverses animées par Catherine Garetta. Avant de lui céder la parole, voilà, je vais remercier et saluer l'action de Geneviève dans Médiation Plurielle, qui a été notre présidente pendant de nombreuses années. Merci à toi et aussi pour la convivialité que tu as eue dans nos échanges. C'est toi qui as réintroduit après ces douloureuses années confinées, les moments de convivialité. Donc on est ravis aussi ce soir de partager avec vous à l'issue de la conférence quelques menus chauds à grignoter et à trinquer. Voilà. Catherine, je te sais. Merci Natacha. Et bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on va parler de la question du collectif et on va dire de la question de comment la médiation fait avec le collectif. Alors je suis très contente déjà de vous accueillir ce soir, mais aussi parce que ça fait plusieurs années en fait que j'avais envie qu'on fasse un petit moment dans ce cadre-là, un moment un peu de réflexion, de retour d'expérience sur finalement, comment ça marche la médiation dans le collectif? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que finalement ça produit des effets comparables? Est-ce qu'on s'y prend de manière... comment on s'y prend? Et finalement, il me semble, sous réserve de ce que vous me dire de nos intervenants, c'est qu'on n'a pas une expérience encore très très longue de la manière avec laquelle on propose la médiation dans des conflits collectifs. Et donc c'est important de temps en temps de s'arrêter et de voir ce qui marche bien. En tout cas là on a l'impression que vraiment il y a des choses qui avancent et qui font sens et puis des questions qu'on peut se poser en fait. Et moi dans mon activité de médiatrice interne, je me suis pas mal posé de questions suite à des médiations collectives en ayant l'impression finalement que j'avais pas forcément la grille d'analyse de finalement est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'était pas forcément la même. Les signaux n'étaient pas forcément les mêmes et que ça pose des questions singulières. Et donc, l'envergure que vous connaissez, je pense tous, qui est médiatrice et qui a également responsable de la formation pratique de médiation du temps, et Régis Piccolo, le médiateur interne, qui est dans le service de médiation interne, médiateur interne à la PGFI. Je les remercie d'avoir bien voulu en fait répondre donc aux besoins que je ressentais depuis des années de passer un petit moment ensemble sur cette question. Alors, d'abord, on va leur donner la priorité et puis ensuite, au bout d'un certain moment, je vous donnerai l'occasion de poser des questions ou d'apporter vos témoignages, puisque beaucoup d'entre vous ont aussi une expérience de médiation collective, puisque le format de ces séances est d'être entre pairs, et donc on va à la fois répondre à la question, mais aussi entendre vos témoignages. Donc je vais commencer peut-être par demander alors, qu'est-ce qui, pour toi, Laure, est aujourd'hui quelque chose de bien solide, de bien ancré en termes de démarche par rapport au collectif? Sur quoi tu as plus trop de doute en fait? Je ne sais pas si c'est possible. Ça commence. Bien fort. Oui, je vais essayer de parler fort. Ça va comme ça? Ouais. Plus fort? Ouais. Plus fort, ok. Alors,
solide. Alors moi j'ai vraiment envie de, puisqu'on s'est dit là dans ce premier temps, qu'est-ce qui fait sort de la douleur, c'est ça. Alors j'ai quand même envie de dire que lorsqu'on est sollicité dans une médiation, dans des situations de conflit collectif, c'est qu'il y a une médiation, des blocages qui sont quand même, je dirais, assez costauds, des situations qui sont cristallisées, donc je dirais, il y a de l'embarras à minima et la crise en général. Voilà. Donc les situations dans lesquelles on est sollicité sont fortement problématiques. Et il me semble que, c'est ce que j'avais comme ça juste envie de dire, que de reconnaître ça dans une organisation du travail, d'ores et déjà, ça marque quelque chose. C'est-à-dire que c'est dans une institution, je dirais, les interlocuteurs comme le commanditaire, acte qui a conflit. Or, il me semble qu'on reste en France dans une culture quand même assez forte de l'évitement du conflit dans les institutions. Et qu'il me semble, en tout cas lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe ces dernières années, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger du côté d'une forme d'acceptation de, voilà, il y a de l'attention, il y a de la conflictualité et on va faire quelque chose. Donc, dans ce contexte-là, ce qui m'apparaît fort, j'avais envie d'ouvrir un peu ce soir entre nous, c'est que, et c'est assez logique, quand il y a tension forte, quand ça bloque, le premier réflexe, c'est de dire, ben voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, il me semble que la médiation, quand on est dans une situation de tension collective, est très fortement appelée, en tout cas tirée, du côté d'une forme d'efficacité, de productivité, et dernièrement, dès le démarrage, dès l'analyse de la demande, c'est les premiers mots, c'est voilà, on vous sollicite pour une médiation et bien évidemment, vous nous fournirez un plan d'action. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie d'ouvrir comme ça en introduction, pour peut-être qu'on puisse se dire, se rappeler, partager, parce que pour moi, ça fait écho à finalement qu'est-ce que c'est qu'une médiation. Voilà, je trouve que le collectif, ça nous ramène à cette question. Voilà. Et en fait, parfois, on se dit, est-ce que c'est une médiation? Est-ce que c'est une médiation, au sens dont on va en parler ce soir, ou est-ce que c'est, on se l'est déjà dit souvent ça, Catherine Bourgeois, je nomme ça, comme tu as souvent rappelé, Catherine, faire médiation, la distinction entre on fait médiation et une médiation. Il me semble que dans le collectif, sans aucun doute, on fait médiation. Est-ce qu'on met en place une médiation? C'est une autre question. Et c'est là où il me semble qu'on a inventé. Et que donc on prend des risques. Voilà, on va dire ces risques ce soir. Et pour l'instant, on n'est pas sur les risques, on essaie de se dire qu'est-ce qui fait socle, qu'est-ce qui est solide, quoi. Donc moi, j'avais envie de poser ça comme ça. Une médiation, ça n'est pas avant tout le lieu de production de solutions en réponse à une injonction de pression. Voilà. Pression tout à fait légitime, il est tout à fait légitime que dans une organisation, il faut retrouver un certain ordre. Et donc si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? C'est un espace, on pourrait dire, un vecteur, un espace, un lieu, un moment, un temps qu'on s'accorde, que les acteurs s'accordent, ce qui devient un luxe pratiquement, pour essayer de transformer les représentations. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse se dire aujourd'hui encore, c'est ça avant tout, c'est avant tout une activité de langage. C'est avant tout ça une médiation. Et donc dans nos socles, je dirais, qui dit activité du langage, dit travail sur l'imaginaire, rupture dans les discours, pour rendre si possible accès à une certaine parole. Alors c'est là, évidemment, que ça m'amène un peu à un autre point, c'est que logiquement, quand ça bloque, les acteurs ont identifié des responsables des blocages. C'est souvent les autres problèmes. Donc on arrive dans une situation où des acteurs sont identifiés, ou des causes. Voilà, c'est-à-dire des causes, souvent on entend ce mot systémique, c'est pour le problème des systémiques.
Et donc voilà, on a tout affaire à des jeux d'acteurs, une histoire qui nous échappe, des dynamiques de pouvoir, de contre-pouvoir. Voilà, ça, il me semble que c'est aussi une spécificité du collectif. Et donc des mouvements, je dirais, pour le dire de manière peut-être un peu forte, mais enfin bon, globalement c'est quand même ça, des mouvements d'accusation, voire des mouvements d'expulsion. Voilà. Donc par rapport à ça, il me semble que ce qui fait, pour moi en tout cas, ce qui fait vraiment socle encore aujourd'hui, y compris dans le collectif, mais c'est mis en... Je trouve qu'on est interpellé là-dessus, c'est difficile, c'est comment on fait en sorte de ne pas enfermer les personnes dans les problèmes. Et je trouve que le collectif, il vient nous chercher fortement sur ce défi-là. Voilà. Oui, ben, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on nous sollicite, on nous sollicite parce qu'il y a des problèmes, parce que les acteurs généralement ont identifié les causes des problèmes, les acteurs qui font problème. Et donc, ils ont envie qu'on soit du côté de la résolution des problèmes. Et donc, qui dit résoudre des problèmes, en général, dit faire en sorte que les acteurs qui posent problème changent. Hein, en gros, c'est ça. Vous allez leur faire comprendre des choses. Voilà. Et donc, il me semble que là, nous, on a quelque chose à tenir, pas facile, franchement, on va y revenir après, qui est de rester du côté du conflit, d'une conflictualité, si possible, constructive, et de se dégager, si je puis dire, de la pression du règlement des litiges, quoi. Et je trouve que dans les situations de crise, dans les situations collectives, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident de résister à ça. Et on va voir comment on s'y prend. Alors, comme ça, rapidement, peut-être dans ce qui fait socle dans nos étapes, alors je crois qu'on est très vigilant, jamais dans le dogme. Pour autant, on se dit, pour être du côté d'une forme d'inventivité, puisque quand ça bloque, si on n'est pas dans la répétition, c'est quand même la mécanique du conflit, c'est ça quand même, c'est une forme de répétition, et à un moment donné, les acteurs disent, on a ras-le-bol que ça se répète et que ça se rejoue de la même manière, enfin, un petit peu différemment, mais c'est quand même toujours un peu la même chose. Donc il me semble que la chance d'une proposition de médiation collective, c'est d'essayer, si possible, de ne pas refaire la même chose, quoi. Voilà. Donc d'essayer, c'est extrêmement difficile quand on est deux, mais alors encore plus quand on est dans un collectif, d'essayer de faire en sorte que notre intervention vienne marquer peut-être une couture, une rupture, ou en tout cas vienne un décalage dans la répétition. C'est-à-dire, quand je dis répétition, vous l'entendez certainement, c'est précisément ce qu'on ne veut pas entendre, ce qu'on ne veut pas voir, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, sur ce point-là, du coup, on est donc du côté, me semble-t-il, d'une forme d'inventivité. Pour autant, on a besoin de quelques repères. Alors, les quelques repères, rapidement, il me semble que dans l'amont, lorsqu'on a analysé la demande, en fait, avec notre commanditaire, ce qu'on appelle le premier mandant, donc le premier mandat, la première chose que je voudrais comme ça juste ouvrir, et puis on verra si on peut y revenir, c'est que on questionne la demande, on n'y répond pas. Voilà, ça c'est le premier, comme ça pour moi, ce qui fait socle, vraiment. Voilà, donc comment est-ce qu'on se déprend d'une forme d'injonction ou de risque ou de tentation à répondre, voilà, et d'aller très vite du côté de la médiation. Deuxième point qui me semble vraiment important, et tu le rappelais Catherine dans ton témoignage, c'est qu'on ne prend pas la place des acteurs en responsabilité. Ça me semble être vraiment un point tout à fait important, parce que lorsque ça tangue, il y a vraiment besoin que les acteurs en place, alors quand je dis la responsabilité, c'est aussi bien les dirigeants que les acteurs qui ont des mandats, notamment par exemple les représentants du personnel, les élus, dans les instances. Donc ça me semble important. Et donc comment on fait en sorte de trouver dans ces mandants, dans notre mandant, quelqu'un qui soit suffisamment tiers, suffisamment dehors du conflit. Et si possible légitime. Donc ça me semble être un point vraiment qui reste pour moi tout à fait important. Et on verra après les difficultés qu'on peut avoir quand on a du mal à trouver un mandant suffisamment tiers.
Et l'autre point que je voudrais évoquer comme ça en introduction en amont, c'est la question du choix. Alors ça, je trouve que ça évolue. Je ne sais pas comment vous vivez dans les médiations collectives dans lesquelles vous intervenez. Il me semble qu'il y a quelques années, on n'avait pas trop de doute sur le fait qu'on arrivait en disant voilà, on vient voir si les conditions d'une médiation sont réunies, et puis si elles ne l'étaient pas, ben, vous partez tranquillement, quoi. Et j'ai l'impression, alors peut-être que c'est dommageable, et j'aimerais bien qu'on ouvre ce soir, qu'on se l'autorise de moins en moins, ça, c'est-à-dire à dire écoutez, les conditions ne sont pas réunies. Du coup, se pose pour moi vraiment la question du choix des acteurs. C'est-à-dire, ont-ils le choix à rentrer en médiation? Donc ça, c'est une première possibilité. Ou bien, dès la demande, en fait, on est dans une telle situation qu'ils n'auront pas le choix. Et donc, on vous demande de venir faciliter, de venir vous aider à sortir de cette situation de blocage. Et donc, il me semble que dans ces cas-là, on est du côté de faire tiers, on est du côté de faciliter, faire sortir crise, mais on n'est plus dans une démarche de médiation, au sens une médiation basée sur le volontariat. Voilà, donc du coup, il me semble que ça serait, moi j'aimerais bien ce soir qu'on se rappelle, en tout cas moi c'est comme ça que je vais le poser, qu'une médiation c'est un espace qui se met en place, on va dire, s'organise, parce que les personnes sont suffisamment désireuses de se parler. Voilà. Donc il y a cette notion de volontariat, cette notion de liberté d'adhésion, qui est, si je puis dire, suffisamment présente. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils y viennent avec une très grande, je dirais, joie et tranquillité, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui tient parce qu'il y a du désir et il y a la demande. Et on ne fait pas le même boulot, pas la même chose, quoi. Si on est contraint de venir autour de la table, aussi, voilà. Donc, deuxième étape, si je puis dire, en lien avec ce que je viens de dire, c'est le second mandat. Hein, c'est-à-dire, une fois qu'on a clarifié un certain nombre de choses avec le mandant, on va vers les acteurs pour voir si eux sont, je dirais, comment eux perçoivent cette proposition de médiation qui leur est faite. Et là, il me semble que se pose la question donc que je viens d'évoquer un tout petit peu, l'adhésion, l'engagement, la préparation. Est-ce qu'on est là pour vérifier que les conditions sont réunies avec eux, ou est-ce qu'on est là pour co-créer, pour travailler sur ce que ce serait que de créer cet espace de médiation? Et là, il me semble qu'on a vraiment un point important, c'est-à-dire que les conflits collectifs, dans les conflits collectifs, quasiment à chaque fois, ce qui fait symptôme vient se reporter sur la médiation. Et donc on va avoir pour moi une question délicate, je ne sais pas trop comment la formuler, mais qui est un peu la suivante, c'est-à-dire qu'on fait le pari que les acteurs ont la confiance dans leur capacité à contribuer à la création de ce cadre, et en même temps, parce qu'ils sont en conflit, forcément, des questions, on va dire, liées au conflit vont venir se reporter tout de suite, en fait, au moment de la création du cadre. Voilà. Donc, ce moment-là, il me semble délicat. Je pense à la question du périmètre, je pense à la question de la place des acteurs, on y reviendra tout à l'heure, à la question de qui a le pouvoir, qui décide de quoi à ce moment-là, comment on se situe par rapport à ça. On y reviendra, j'essaie de rester là sur ce qui fait socle. Est-ce que tu veux dire que tu penses que la co-construction, c'est-à-dire soit on vérifie les conditions sont réunies, soit on va plus loin. Donc, toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut aller plus loin pour la co-construction en sachant que va se rejoindre dans la co-construction le conflit. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas leur faire porter le poids du cadre, puisqu'il me semble que ce qu'ils attendent de nous, c'est un cadre. Quand je dis un cadre, oui, c'est
un espace dans lequel justement la conflictualité va pouvoir s'exprimer. Mais tant que le cadre n'est pas posé, eh bien il est, on pourrait dire, je ne sais pas s'il est attaqué dans la mesure où il n'est pas encore posé, mais en tout cas il est questionné au moment même où il y a besoin que quelque chose tienne un peu debout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment on trouve l'équilibre entre co-construire quelque chose et puis en même temps dire, écoutez, voilà, on vous propose ça, quoi. Et ça va se passer comme ça. Tu vois? Donc vous voyez que comment il y a quelque chose qui tient, quoi. Quelque chose qui tient précisément pour accueillir ce qu'il y a à accueillir, quoi. C'est-à-dire l'embarras, les tensions, etc. Voilà. Et cette question-là, je trouve qu'elle est délicate. Elle est délicate. Bon, on y reviendra tout à l'heure, peut-être trop long, mais en tout cas, je pense que là, il y a une question vraiment importante, me semble-t-il, sur. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, là, la troisième étape est rencontre de médiation. Donc, on reste, me semble-t-il, quand même sur la médiation, c'est avant une rencontre. Voilà, on est dans le collectif. Comment est-ce qu'on fait avec le fait que les acteurs sont à inégalité de place? Ça, je crois que ça reste, pour moi aussi, il y a un point important qui fait socle. À inégalité de place et à égalité de parole. C'est ça un peu notre manière de travailler, c'est-à-dire, quand j'ai égalité de parole, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse avoir une place dans l'expression, c'est important pour lui, quelle que soit sa place dans l'institution en termes de hiérarchie ou de pouvoir. Donc ça, je trouve que c'est un point important et qui peut amener à débat. J'ai lu récemment là, les travaux du COREM, qui est un collectif de recherche en médiation, et qui posait des choses du côté de la médiation, un lieu de rééquilibrage relationnel. Ça m'a interpellée. Ça m'a vraiment interpellée, c'est-à-dire au fond, est-ce que la médiation est le lieu du rééquilibrage? Alors, au nom de quoi on rééquilibrerait quoi? Oui. Alors, je pense qu'en creux, c'est au nom d'un déséquilibre. Donc ça sous-entendrait que en médiation, ceux qui ont moins de pouvoir auraient l'espace, auraient la place, ils viendraient rééquilibrer ce déséquilibre justement en place dans les structures. Voilà, donc ça je trouve ça intéressant. Ou est-ce que si c'est pas le lieu du rééquilibrage, moi il me semble que c'est peut-être, enfin, je dirais comme ça, un lieu d'expression des écarts et des déséquilibres. Vous voyez, c'est-à-dire que je trouve que si on se situe du côté du rééquilibrage, on a déjà un objectif. Et ce serait ça. Je trouve que si on est du côté d'un lieu d'expression des écarts, justement, d'expression des déséquilibres, alors c'est autre chose. On pourra peut-être approfondir ce point-là. Ouais, puis je finis, comme ça je passe à la parole, je ne voudrais pas être trop long pour cette introduction. En tout cas, il me semble que dans cet espace de médiation, on tente de faire place à l'autre. Voilà, on tente de faire place à l'autre, et c'est déjà pas mal. Voilà, bon, je pourrais revoir ça. Et enfin, pour la dernière étape, j'essaie vraiment d'être synthétique, c'est peut-être un peu du coup je vais un peu vite, mais la dernière étape, quand la médiation est terminée, dans le passage de relais, je trouve important de garder l'idée que ce sont les acteurs eux-mêmes qui travaillent la sortie, qui travaillent le fait qu'ils vont communiquer aux absents, communiquer au mandant, c'est-à-dire que c'est leur médiation de bout en bout. Voilà. Voilà, et donc pour peut-être juste comme ça conclure ce premier temps, de ma part en tout cas, je dirais qu'on est vraiment du côté d'une forme d'inventivité. Voilà. Quand ça bloque, on invente, propose en tout cas ce lieu, ce temps, cet espace d'inventivité. Et le seul risque dans le collectif, me semble-t-il, auquel on a à être vigilant, c'est que ce ne soit pas pire après, c'est-à-dire qu'on aurait renforcé les résistances. Voilà. Et ça, c'est quand même assez spécifique au collectif. Voilà.
Merci Laure. Donc Régis, toi tu es donc en position de médiation interne. Je crois que vous faites pas mal de médiation collective. Comment tu écoutes ce que dit Laure et comment tu le traverses de ta propre expérience? Alors, de ma propre expérience. Bien devant le micro. Hein. Bien devant le micro de ma propre expérience. Médiation plurielle, on est médiation plurielle, et là on parle de conflit au pluriel dans un collectif. Et donc là déjà, des conflits au pluriel, multiples peut-être, diversité de conflits. Et alors, pour comment je traverse ce qu'a dit Laure, ce qui moi m'aide à faire socle, et ça rejoint la question qui a été posée, c'est je suis médiateur interne, c'est la médiation interne, vous proposez des médiations collectives. Oui, je m'appuie d'abord sur finalement une médiation interne au sens structure, un dispositif et aussi un collectif spécifique, c'est-à-dire une cellule qui est bien placée dans l'organigramme pour déjà pouvoir faire ce que tu as dit, c'est-à-dire être en mesure d'être de l'institution, parce qu'on est de l'institution et on tente de nous démarquer aussi de l'institution. Et pour pouvoir faire cela, il faut travailler donc déjà le sujet de l'indépendance en étant interne. Et moi, je suis donc pour faire ça, ce qui peut m'aider à faire ça, c'est d'incarner une forme de tranquillité. Et ce qui me tranquillise, c'est d'être dans une structure où je peux travailler à me démarquer avec ce qui se fait habituellement. Dans une structure qui est donc une structure, une cellule, donc qui est composée de plusieurs médiateurs, qui est pilotée par une médiatrice, ce qui aide aussi à faire ce qu'on est en train de se dire, puisque je ne le fais pas seul. Ça veut dire aussi, pour moi, puisqu'on approche un collectif de travail, puisqu'on nous propose finalement, et on fait lire un dispositif d'accompagnement, un collectif de travail sur l'aspect prévention ou en cas de tension ou en conflit, ça veut dire aussi qu'on ne leur propose pas une rencontre de médiation collective, à ce grand coup collectif. Sur ce qui est proposé, qui est travaillé avec le commanditaire, là je reviens sur le sujet de l'amont, c'est finalement un travail que l'on fait avec lui, un travail de médiateur. C'est une présentation de la démarche, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il engage, lui, et jusqu'où il s'engage dans ce qu'il offre. Et donc ce travail de réflexion sur ce qu'il engage, c'est finalement clarifier déjà l'intention pour l'inclure de la médiation auprès de ce collectif, parce qu'il a des objectifs, lui, pour ce collectif de travail. Mais ce n'est pas la même chose des objectifs qu'il a pour un service, de l'intention qui est la sienne lorsqu'il ouvre un espace de médiation à ce collectif de travail. Déjà là, finalement, au quotidien, on doit faire vivre quelque chose d'un peu inhabituel, déjà en amont. Et une fois qu'on a finalement, on est un peu tranquille sur la place de la médiation interne, et puis on a maintenant pratiquement 10 ans d'expérience, donc un peu d'acculturation à ce que peut être une médiation au sein de la DGFiP. En tout cas, ça progresse. Notre travail, c'est de faire de la place, quand même, à chaque fois, pour que cette proposition, elle puisse produire des effets. Et faire de la place, c'est faire de la place pas uniquement en précisant l'intention, mais aussi en préparant tout de suite, quand je reste à l'étape de l'amont, qu'est-ce qui peut se produire, interroger ce qui peut se produire, et se préparer aux effets que ça pourrait produire, et se préparer à ce qu'on ne sait pas encore. Et donc ce travail de lâcher sans se désengager du côté de la direction, il faut qu'elle soit un peu sécure. Et ce qui peut rendre sécure une direction, c'est de sentir que son intention est claire, il n'y a pas d'agenda caché, il nous dit ce qu'il attend en termes d'intention, il se prépare lui aussi finalement à être acteur à la sortie, et on commence à ébaucher ce qui pourrait être les issues. Finalement, cette proposition elle n'est pas publique, personne ne semble intéressé, on ira présenter, on viendra présenter l'offre en médiation, mais on parle du deuxième mandat, peut-être que personne ne souhaitera finalement s'en emparer. Et il n'y aura même pas à démarrer quoi que ce soit, si ce n'est que ça ne veut pas dire que ça n'aura pas produit l'effet. Parce qu'un des premiers effets, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a eu un acte de la direction qui est de dire, finalement, il y a une situation, de mon point de vue, il y a une perception de la situation qui est la même, avec mes repères. Je nomme quelque chose qui serait utile peut-être à travailler par un tiers, ça ne rencontre pas son public, pour autant, l'intention qui est la mienne, l'objectif qui est le mien, il est toujours là. Donc ça peut produire des effets, parce qu'il y a un effet révélation. Et il y a un effet, il y a quelque chose à en faire. Peut-être que ce sera pas en médiation. Et donc, quand on s'approche à un collectif, on va faire forcément avec quelque chose d'un peu plus complexe, je le dirais comme ça veut dire plus compliqué. Plus complexe, ça veut dire qu'on va approcher un collectif pas n'importe comment. Ce
collectif, il est utilisé dans un système, c'est-à-dire ce collectif de travail est dans une direction, et puis il y a des acteurs qui sont en interaction avec lui. Et donc faire de la place pour que les effets se produisent, c'est aussi travailler avec des acteurs qui ne sont pas encore à qui on va présenter et proposer la médiation, mais ceux qui interviennent parfois autour et qui ont une influence dans ce qui se produit, donc les acteurs de prévention, les organisations syndicales. Et là, le travail du médiateur, c'est au-delà d'une présentation de ce que fait la médiation, c'est peut-être en quoi ça peut être utile, quelle est leur perception de la situation, ce qui peut se produire, pas se produire. Peut-être aussi faire de la place, en leur disant, je prends un exemple en termes de préparation, là c'est très pratico-pratique, on est en présence des organisations syndicales, parfois ils ont été associés ou pris à partie, on leur a proposé d'intervenir. Est-ce qu'il est possible de laisser un peu de place à ce que des effets se produisent dans le temps de la médiation? Et on tient d'autant plus notre place que la leur, elle est toujours légitime à avoir dans le temps de la médiation. Mais est-ce qu'ils peuvent participer à l'esprit de médiation? Par exemple, si quelqu'un du collectif n'est pas à l'aise avec ce qui se produit et qu'il leur en parle, est-ce qu'ils peuvent leur proposer d'en parler au médiateur? Il y a un effet produit là par le système qui ne reproduit pas la même chose dans un espace de médiation qui s'ouvre. Peut-être se dire aussi que si c'est multiple et qu'il y a beaucoup d'écarts, beaucoup de déséquilibres auprès d'un collectif, dans un collectif de travail, c'est parce qu'on va faire avec des plus silencieux, des plus bavards, on va faire avec ceux qui ont besoin d'aller vite, ceux qui ont besoin d'aller prendre le temps, ceux qui veulent rester sur les sujets passés, ceux qui veulent penser tout seul, parler d'aujourd'hui et sûrement du demain, et puis surtout ceux qui sont attachés à rester dans la conflictualité peut-être, parce qu'ils ont quelque chose là qui tient justement pour eux, et d'autres qui ont besoin d'en sortir. Donc on va faire avec surtout des écarts. Et là je rejoins Laure, notre travail ne sera pas de rapprocher d'abord, mais de travailler à se séparer. Et donc ce travail de séparation, c'est bien aussi dans ce qu'on va présenter dans l'offre, qui va être l'offre, quand on va présenter la médiation au collectif de travail, cette fois-ci, je reviens un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y aura de la place à l'individuel, déjà, en temps d'écoute individuelle, si c'est souhaité par lui, dans le cadre d'un entretien préparatoire à des possibles rencontres, mais on sait que dans un collectif, il peut y avoir des sujets bilatéraux. Et donc, comme ce n'est pas une proposition collective qu'on lui propose, ce n'est pas une rencontre, c'est un espace de médiation, et il peut y avoir différents espaces qui s'ouvrent, dont ils peuvent être initiateurs d'offres, de propositions de rencontres, d'initiatives de rencontres. Et ça veut dire que si on fait pour de l'individuel du bilatéral, ça peut être semi-collectif, il y a une dimension du service, et puis il y a ce qui se passe au sein de la direction dans son service, avec des partenaires extérieurs. Et donc c'est un peu tous ces sujets qui peuvent parler. Parce que si c'est démultiplié en nombre d'acteurs, il y a plusieurs types de conflits en plus. Donc on va faire avec peut-être beaucoup. Et donc tout de suite, il faut nommer le fait qu'on ne fera pas tout. Et sûrement pas avec tout le monde, parce qu'on va s'appuyer sur le volontariat. Donc ça, pour moi, c'est ce qui fait ça. Je pars avec ces points de repère-là, sans être du côté de la méthode, mais déjà du côté d'une intention de faire de la place, de créer de l'espace, une ouverture, en acceptant, en accueillant les positions fermées. Si elles sont là, elles ont quelque chose à dire, peut-être. Et puis peut-être se dire aussi que si on est avec un collectif qui est important en nombre, parce que la taille a son importance, un collègue qui rentre dans un collectif de 20 personnes, ça fait 21 personnes, oui, mais ça fait surtout 20 nouvelles interactions. Donc, nous, on a des collectifs qui deviennent de plus en plus gros. Les collectifs auprès desquels on intervient, en moyenne, en ce moment, c'est plutôt 30 personnes. Donc ça change aussi nos repères dans comment on fait avec 30 personnes, en tout cas même ne serait-ce que pour présenter l'offre de médiation. Et là, il y a besoin d'inventer. Il y a dans notre manière de faire, je dis notre, je parle au sens de structure, la méthode, on a des points de convergence, on a de grandes lignes directrices, des points repères, et on invente avec ce qui se passe. Il y a des phases de présentation, mais ça ne veut pas dire tout le monde dans la même pièce. Pour qu'on leur dise c'est quoi la médiation, ce que c'est pas. Ils sont peut-être sur plusieurs sites. C'est peut-être plus possible pour eux d'être déjà dans la réunion de présentation. Ça fait peut-être déjà plus d'un an qu'ils ne se sont plus réunis. Est-ce que ça, déjà, c'est pas penser la chose en sachant qu'on va faire une présentation de ce que c'est que la médiation pour leur présenter l'offre, mais comment on crée l'interaction, comment on commence la relation avec le collectif. Le problème, c'est ça. Et donc à chaque fois, il faut inventer. Alors on a une répétition, la chance de pouvoir pratiquer régulièrement, mais il faut se méfier de ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on ne veut pas reproduire. Donc il faut essayer d'entendre ce qui peut être le plus à façon, le plus près du collectif.
Et puis peut-être ce que je dirais, c'est que comme on intervient auprès de beaucoup de personnes, on intervient en comédiation souvent. Donc ça peut amener une autre forme de complexité, ça peut permettre de répondre peut-être à ce qui peut faire rythme opérant de la médiation, déjà. Alors ça veut dire prendre le temps aussi que ça patine, et être tranquille avec le fait que ça puisse patiner, mais aussi de pouvoir être dans un, quand même, comme je disais, si on propose ne serait-ce que 30 entretiens individuels, parce que 30 personnes sont là, être en comédiation, ça ne veut peut-être pas dire faire tout le temps avec d'autres médiateurs à toutes les étapes, se partager les choses, avoir une convergence de pratique, ne serait-ce que la formation que dispense Laure, ben c'est ça, un socle commun pour nous, c'est une formation commune, donc ça vous aide, ça m'aide à faire ça. Et puis ensuite, bien faire aussi avec ce qui peut faire écart entre nous. On n'est pas la même histoire dans le système, on n'a pas eu les mêmes parcours, on a des repères communs. Et avec ce qui se passe dans le collectif, il y a parfois besoin de se parler à voix haute devant eux, on ne s'entend pas la même chose, on n'a pas tout à fait compris pareil. Donc là, c'est une tranquillité pour moi d'être en comédiation, en sachant qu'on va avoir des moments où on ne sera peut-être pas d'accord. Nous aussi, on amène parfois la possibilité d'un médiateur entre nous, là où il y a le conflit pour eux. Bon, en quelques mots, c'est ce que je dirais, moi, ce qui m'aide à faire ça. Merci Régis. Alors moi j'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat. Je voulais parler de la reconnaissance mutuelle. Alors vous êtes la plupart, vous êtes formés à la médiation, vous voyez à peu près ce dont je parle. Et il me semble que dans une médiation interindividuelle, ce processus qui fait une médiation qui est presque un peu chimique, il vient de ce que la personne se sent en sécurité, se sent dans une intimité suffisante pour éventuellement raconter qu'il a divorcé il y a 2 ans, qu'il a pas voulu dire, mais c'est insupportable, et que c'est pour ça qu'il est là. On voit bien comment on peut, dans une médiation interindividuelle, faire sortir, atteindre un peu les dimensions émotionnelles. Et puis contribuer en tout cas à ce processus de reconnaissance. Et mon hypothèse, en tout cas mon expérience, c'est que en médiation collective, ça ne marche pas de la même manière. Et donc ma question à vous deux, ce serait, c'est quoi la reconnaissance mutuelle en médiation collective? Comme on n'avait pas parlé, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Intéressant comme question. Je trouve que c'est, alors, moi je trouve qu'en collectif c'est très puissant justement ce qui peut se passer de ce point de vue-là. C'est-à-dire, alors comment moi je me prends là, comme ça je suis en train de poser cette question de réfléchir aux situations concrètes. Et il me semble qu'il y a un moment, lorsque un certain nombre de choses se sont dites, alors au bout de combien de temps, on ne savait pas, hein, mais en tout cas, quand même qu'il y ait eu d'expression, qu'il y ait de parole, que des choses quand même importantes du côté des préoccupations aient été nommées, qu'ils aient pu revenir sur des éléments déclencheurs. Ça, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait eu une place, vraiment une place au singulier. Et souvent, il y a la peur d'un collectif où les personnes ne s'expriment pas, où elles ne disent pas les choses comme elles les diraient s'il y avait moins de monde, etc. Moi, je ne fais pas vraiment cette expérience-là. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut sécuriser, protéger, parce qu'en effet, les gens ne se mettent pas... il y a la prudence, quoi. Le collectif, le groupe va quand même avoir un effet là-dessus. Mais il me semble que des choses se nomment et lorsqu'elles sont dites en présence des autres, c'est comme si lorsqu'une parole a lieu, je ne sais pas comment dire, elle fait écho, on va dire, en chacun. Et ce qui va... parfois, il suffit d'une ou deux paroles qui va venir débloquer les situations. C'est-à-dire qu'en effet, ils ne vont pas parler de tout, ils ne vont pas tout aborder, mais le fait d'aborder quelques sujets, quelques moments, quelques difficultés, le fait de s'ouvrir sur des choses qui ne s'étaient jamais autorisées à dire, je pense là en particulier à des acteurs en responsabilité, hein, parce que souvent on se dit que c'est les acteurs
subordonnés, entre guillemets, qui auront des difficultés à s'exprimer, c'est pas du tout le constat que je fais. En tout cas, le fait d'avoir laissé place à l'expression de ce qui compte pour la personne, quelle que soit sa place, et donc je vous dis, y compris les acteurs en responsabilité qui très souvent retiennent ce qu'ils ont à dire, ne vont pas nommer, ne vont pas faire part de leurs difficultés ou de leurs questionnements, le fait que ça ait lieu en médiation, je trouve que ça peut vraiment bouger des lignes. Je pense notamment à une médiation collective où une directrice avait dit le jour où je suis arrivée, c'était une entrée complètement nouveau, on peut dire ça comme ça, et elle avait dit les conditions dans lesquelles elle était arrivée dans ce collectif-là, dans cette équipe-là, dans cette structure-là. Et à quel point elle n'était absolument pas dans les bonnes conditions et à quel point elle aurait aimé une toute autre arrivée, quoi. Voilà. Ben, ça fait changer en fait, les représentations sur tout ce qui s'était mis en place dans l'imaginaire des salariés lorsqu'ils avaient vu arriver cette nouvelle directrice, quoi. Voilà. Et eux avaient pu parler donc de la manière dont eux auraient aimé que cette arrivée se passe. Voilà. Et donc le moment de reconnaissance mutuelle, moi je le propose de la manière suivante. Je dis voilà, est-ce qu'à ce stade de vos échanges, vous seriez d'accord pour dire chacun une chose ou deux que vous avez entendu d'important pour un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, une personne, et dans le collectif, il y a souvent des clans, hein. Et donc quand une personne dans un groupe, on va dire, dit quelque chose, s'adresse à quelqu'un avec qui cette personne était en conflit, ben, de fait, ça ouvre, je dirais, ça décrispe le côté caricatural, pardon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais le côté, comment dire, en apparence fédérateur, ça vient mettre de la nuance, quoi. Voilà. Ça autorise de la nuance. On n'est plus sur des blocs, des positions, des discours, on est à l'intérieur de ces, on pourrait parler encore de blocs, peut-être certainement, de ces collectifs, sous-collectifs-là, il y a quelque chose qui s'autorise une parole. Et donc ça a un effet pour la personne qui le reçoit, ça a un effet pour la personne évidemment qui le dit, et puis ça a un effet vraiment sur les alliances, sur les sous-groupes comme ça. Voilà. Et donc moi je trouve qu'en collectif, c'est extrêmement puissant ce moment-là de la reconnaissance mutuelle. Voilà. Alors ce qui peut évidemment se passer, qui est délicat, c'est que beaucoup de personnes vont s'adresser à la même personne. Alors là c'est là où je trouve qu'on a un effet à intervenir du côté de est-ce qu'il y a d'autres choses à d'autres personnes que vous avez, est-ce qu'il y a d'autres choses pour d'autres personnes que vous avez entendues, voilà. Parce que très souvent, les personnes entendent les mêmes choses de la même personne, ou des deux, trois, voilà. Donc là, je trouve qu'on a un travail à faire d'ouverture, de perche, quoi, à tendre. Et il me semble aussi, à ce moment-là, que nous-mêmes, en tant que médiateurs, on peut aussi dire, voilà, et dire, alors voilà, moi j'ai entendu pour vous, c'est-à-dire on peut venir nommer ce qui n'a pas été, que nous on a entendu vraiment de manière très très importante, pour 2, 3, 4 personnes, voilà, une personne. Donc je trouve que ce moment-là, il est vraiment intéressant et il est particulièrement riche dans le collectif. Voilà. Je trouve. Régis, c'est quoi ton expérience? Je reviens à ton expérience. Oui. Alors, mon expérience est fort dans le micro. Déjà, la reconnaissance mutuelle, moi je la lâche de ce que je sais de la bilatérale. Parce qu'il ne peut pas y avoir reconnaissance mutuelle de tous au même moment. On est auprès d'un collectif. Il peut y avoir plusieurs moments de reconnaissance mutuelle. L'idée, c'est peut-être de repérer à qui s'adresse la parole, parfois qui est dite à l'un, et qui est déposée au collectif. Donc déjà, essayer de repérer à qui s'adresse cette parole. Parfois, c'est un peu confus. C'est pas si tranché, si clair. Ensuite, il y a la possibilité dans l'entretien individuel de réfléchir avec eux. Peut-être que l'espace pour se dire certaines choses à des personnes en particulier, c'est d'être en initiative ou de répondre favorablement à une intention de rencontre en bilatéral. Parce que peut-être c'est plus facile de ne pas le dire devant le groupe.
Et il y a la possibilité de le dire à deux, il y a la possibilité de le dire dans un sous-groupe, dans son pôle, si on reprend l'émission, et il y a la possibilité de le dire en collectif. Donc c'est responsabilisation aussi sur c'est quoi le meilleur moment, le meilleur lieu pour dire ce que j'ai besoin de dire, ou peut-être d'entendre ce que j'ai besoin d'entendre d'une personne en particulier. Et les moments de reconnaissance, moi, ce que j'en vois, c'est que, là où je rejoins absolument ce que dit Laure, c'est que quand ça arrive, quand ça démarre en collectif, je dirais, le travail c'est de le repérer, de faire stop, de pas suivre, d'essayer de faire un moment où on le capte, quoi. Ça ne va pas concerner peut-être tout le monde, mais ça peut faire expérience pour le collectif de ce qui se passe là. Et il peut y avoir un effet démultipliant. Et puis il peut y avoir surtout, moi je trouve, dans un collectif, dans la puissance de ce que ça peut soutenir, dans la reconnaissance de ce qui se passe pour l'un et peut-être pour un autre, peut-être parfois pour plusieurs, parce que c'est pas ça, on parle en sous-groupe, c'est peut-être d'avoir la possibilité aussi de ceux qui sont présents, ceux qui sont un peu plus collatéraux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas directement concernés par les conflits, mais qui les traversent parce qu'ils sont membres du collectif. Et eux aussi ont des besoins. Et eux aussi ont besoin parfois de dire ce qui se passe pour eux du conflit des autres. Et ça c'est intéressant parce que d'abord, ils ont voix à la parole aussi. Ça peut avoir des conséquences dans la manière dont ils le vivent. On a des, on va dire entre guillemets, des écoutants qui écoutent beaucoup, qui écoutent peut-être trop, qui fatiguent à écouter l'un et l'autre dans leur bureau. De dire les effets que se produit ce conflit pour eux. La place qu'ils ont de pouvoir se dire cela, ça peut aider aussi à des moments de reconnaissance. En fait, lâcher l'objet, lâcher le conflit pour parler aussi des effets que ça peut produire. Et puis de dire aussi parfois leurs difficultés qu'ils ont, de rester neutre, de ne pas prendre parti, de s'interdire de conseiller alors qu'ils voient des idées utiles parce qu'ils ne veulent pas écrire, ils ne veulent pas prendre parti. Et là, alors ce n'est pas que le sujet du conflit dont on parle, c'est là où on peut faire écart avec la minute habituellement quand on parle des personnes en conflit, et l'effet produit par celui qui dit peu de choses. Et là, il relève le médiateur potentiellement. Et Laure proposait parfois de dire une chose que vous avez entendue pour l'un ou l'autre. Moi, parfois, je propose la parole à quelqu'un qui n'est pas directement concerné par le sujet. Comment il a entendu ce qui a été dit par l'un, peut-être par l'autre. C'est peut-être pas toujours au médiateur de porter la reformulation de quelque chose qu'il a entendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne le dit pas habituellement, qui se sentirait de le faire là, et qui aide à la reconnaissance mutuelle et qui fait autre effet. Parce qu'il est dedans. Je ne sais pas si je suis clair. Et pour toi, Régis, ce serait quoi les principaux défis de la médiation collective à travers ton expérience? C'est pas la difficulté, c'est les principaux défis. Défis pour qui? Pour toi. Alors, défi pour moi. Je dirais de rester du côté de la question. Si je suis proche, comment dire, je peux me méfier de moi, je reste vigilant. Avant d'être médiateur à temps plein, j'étais dans le contrôle fiscal. Lorsque j'interviens dans la sphère du contrôle fiscal, je me méfie de moi. Je crois savoir certaines choses, je comprends plus vite certaines choses, alors que j'oublie que je ne sais pas pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de se dire. Donc là, c'est plus difficile. Donc le défi, c'est de rester médiateur, rester dans cette posture-là, pour moi. De résister à vouloir pour eux. Et de résister à pouvoir pour eux. C'est-à-dire que, donc je dirais, une forme de résistance, mais aussi une forme de... Le défi, c'est de rester dans cette place-là, et aussi dans une... de rester un peu kiné au sens accompagner un mouvement. On n'est pas docteur, je ne sais pas soigner, mais peut-être accompagner ce qui bouge. Donc, comme ça bouge, les effets produits par le mouvement, voilà, tant qu'on est sur cette trajectoire-là, pour moi, le défi, j'y suis. Pour toi, Laure, ce sont quoi les principaux défis? Alors pour toi, c'est quoi la médiation? Propre au collectif. Peut-être juste rapidement ce que tu évoquais, sur la question de la reconnaissance. Il y a deux choses qui me sont venues comme ça, qui me semblent quand même assez fortes dans le collectif, c'est le conflit dans le conflit. C'est-à-dire que dans les moments de reconnaissance mutuelle, il me semble que apparaissent finalement pas forcément que les sujets de fond, en fait, les désaccords sur le fond, mais
la manière dont les acteurs s'y sont pris pour traiter les sujets. Le fait qu'il y ait eu une pétition, le fait qu'il y a eu cette telle ou telle démarche, un mail, un coup de fil, vous voyez, et que ça, en général, en tout cas, moi, c'est ce qui peut me marquer parfois, c'est presque plus tabou que le conflit lui-même, enfin, que les déclencheurs du conflit. C'est-à-dire que dans des groupes qui sont fédérés, mettons, contre, je sais pas, le management, par exemple, ben, ils ne sont pas d'accord dans la manière dont ils s'y sont pris pour réagir, la manière dont ils sont réagis. Et je trouve intéressant dans les moments de médiation collective que ça puisse se nommer, c'est-à-dire comment on fait dans une situation où on est en difficulté. De travailler vraiment sur la manière d'y faire dans cette situation de tension. Et ça, je trouve que ça fait vraiment expérience et que dans les moments de reconnaissance mutuelle, quand ils disent, voilà, là-dessus, je n'avais pas mesuré qu'en venant vers toi et en te demandant de signer cette pétition, ça t'avait mis dans un tel embarras. Ça fait bouger les choses. Voilà. Et l'autre point qui me semble difficile, et c'est peut-être, donc je peux peut-être faire le point avec la question sur les défis. Alors moi, en tout cas pour moi, c'est une question délicate, c'est lorsqu'on a des acteurs en responsabilité qui sont vraiment en grande difficulté. Ça, je trouve que c'est difficile. Voilà. Et il y a des moments de médiation, et notamment je pense au moment de reconnaissance comme ça, quand il y a une même capacité à reconnaître quelque chose d'important pour l'autre, d'un acteur en responsabilité, là je suis mal. Là j'avoue que dans ces moments-là, je me dis, allez, vas-y, dis-le. Et puis non, quoi. Parfois c'est rude parce que je me dis que là, ça vient toucher. C'est comme une sorte de... Ça, c'est un vrai risque, mais alors c'est un vrai risque pour qui? Pour le médiateur, pour la médiation, pour les acteurs. On vient toucher une sorte d'effondrement de ce qui fait autorité, quoi. Et je ne parle pas de pouvoir, hein, je parle vraiment d'autorité, ce qui fait autorité, vous voyez, c'est-à-dire ce qui fait que ça tient, quoi. Mais là, on retrouve dans la médiation, voilà, c'est ça. Une forme de, comme ça, de mise en visibilité d'une... je ne sais pas trop comment dire, parce que c'est facile de dire une forme d'incompétence, mais tant pis, je vais le dire comme ça, de défaillance, de difficulté, quoi, voilà, très très forte d'un acteur en responsabilité. Ça, c'est pour moi ben, comment on fait alors? Déjà, je me dis, dans ces moments-là, déjà, je ne veux pas trop protéger, parce que je trouve que le risque, c'est finalement, je ne sais pas si ce serait justement prendre la place, quoi, vous voyez, mais c'est soutenir, voilà, je suis vraiment du côté du soutien, c'est-à-dire, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des raisons, voilà, et que cette personne-là, cet acteur-là, puisse aussi exprimer finalement quelque chose du côté d'un certain désarroi, voilà. Et je trouve difficile parce que c'est souvent confronté à quelque chose d'impossible. Quand on dirige, on ne peut pas être en désarroi, on ne peut pas être en questionnement, on ne peut pas être en difficulté. Et quand ces acteurs-là arrivent à nommer quelque chose de cet endroit-là, alors ça bouge. Et la plupart du temps, les acteurs disent, mais en fait, pourquoi vous n'avez pas osé nous dire ça? En quoi c'est impossible de dire ça? En quoi c'est impossible de dire je doute? Ou en quoi c'est impossible de dire j'ai pas de difficulté, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour moi une question. Et je pense très sincèrement, alors je sais qu'il y a des médiateurs qui disent que c'est impossible, voire très difficile, qu'il y ait un écart hiérarchique, en tout cas qu'il y ait les acteurs en responsabilité subordonnés en médiation collective. Moi, je pense vraiment que c'est tout à fait possible, souhaitable. Mais pour moi, c'est une des difficultés, en tout cas. Voilà, c'est une des difficultés. L'autre difficulté que je vois, c'est, alors, peut-être un peu j'allais dire à l'inverse ou à l'opposé, je ne sais pas si c'est comme ça que je l'aimerais, mais en tout cas, quand la médiation est saisie du côté du putsch, voilà, c'est-à-dire on va venir renverser la table, quoi. Donc ça m'interroge aussi. C'est-à-dire, finalement, je trouve
tout à fait intéressant que cet espace soit saisi et qui renforce le pouvoir d'agir de certains acteurs. Comment faire quand il s'agit quand les choses se nomment du côté de dézinguer l'autre, quoi, de celui qui... Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça, je ne sais pas comment vous vivez dans vos médiations, vos institutions, mais je trouve qu'il y a une forme de mise en avant complètement idéalisée de l'horizontalité qui m'interroge vachement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'horizontalité, de flou dans les places, les responsabilités des uns des autres, qui est assez, je dirais, je pense, fantasmée d'ailleurs. Et en tout cas, il me semble que la médiation collective, on est confronté à ça, c'est-à-dire des questions de gouvernance, des questions d'évolution de gouvernance, d'évolution de la place de l'intelligence collective. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce que ça se travaille? C'est-à-dire l'articulation entre des formes de verticalité et d'horizontalité, pour dire vite, l'articulation entre ce qui tient, ce qui fait tenir une structure, une institution, y compris du côté du symbolique, et ce qui a besoin de bouger, d'être renouvelé, d'être questionné. Voilà. Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure un peu, je trouve vraiment intéressant que la médiation, ça soit l'espace de cette confrontation-là. Voilà. Et pas de ces oppositions. Donc ça, pour moi, c'est un défi. C'est vraiment un défi. Comment est-ce que ça s'articule comment ces questions-là s'articulent à travers les acteurs en chair et en os, quoi. Voilà, qu'est-ce qui me vient peut-être dans les défis? Les défis, pour moi, c'est, en tout cas, c'est ce qui fait que je me lève le matin et que je fais de la médiation. Hein, et j'y crois vraiment très fort, c'est que petit à petit, on transforme les cultures, on contribue, en tout cas, à travers ces espaces-là, à faire évoluer le fait que la conflictualité, c'est le matériau avec lequel on a affaire au quotidien. C'est-à-dire c'est une matière vivante et c'est parce qu'on peut s'autoriser à s'adresser des choses que la conflictualité peut être constructive, quoi. Enfin, moi, j'y crois vraiment. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans les organisations, dans les entreprises, les institutions, créer des espaces où une parole est possible, et c'est un luxe, quoi. C'est un luxe, quoi. Et le défi, pour moi, il est là. C'est-à-dire comment on fait quand on est pressé, quand il y a une injonction de tous les côtés, quoi, hein, à bosser, à rendre des comptes, à être efficace, etc. Comment on fait pour que les uns et les autres se disent, bon, on y va sans trop savoir ce qu'on va se dire. Ça, je trouve que c'est un sacré défi. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'ordre du jour. On y va en avançant pas à pas, c'est-à-dire qu'on est à l'opposé de tout ce qui est planifié, quoi. On verra en avançant. On y va en faisant confiance aux acteurs, confiance au collectif, confiance à la dynamique qui va se créer. C'est pareil, on est déjà comme des filles. Moi, je trouve que c'est déjà pareil. Merci beaucoup. Merci à Laure et à Régis d'avoir bien voulu partager leur expérience sur la médiation collective. Alors j'avais quelques petites choses à vous dire. Je vais vous remercier de votre présence. Vous dire que vous aurez le temps ensuite de manger quelques petites et puis de poser des questions complémentaires. Mes intervenants et ainsi, j'en sais. Vous rappelez que le CLAM propose une formation au sein collectif. Je crois que c'est vraiment le seul endroit où une formation enfin, tout se déroule comme ça. Je crois de 3 fois 2 jours. Voilà. Et puis, vous dire aussi que c'est ma dernière conversation de controverse, parce que je vais bientôt quitter mes fonctions de médiatrice. Donc, du coup, je ne vais plus vraiment faire de la médiation. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui prendra un modèle. Donc, médiation plurielle, il m'informera. Je crois que ça fait depuis 2017 que je fais ça. Donc, voilà, j'ai commencé à faire une nouvelle, je pense. Donc, je suis très heureuse de faire cette activité avec vous. Et je serai à votre place désormais, je viendrai écouter les prochaines conversations avec son problème. Voilà. Et maintenant, vous pouvez aller voir. C'est trop
largement, puisqu'on a été nombreux à y contribuer. Voilà, on souhaitait te remercier chaleureusement pour tout ce que tu as fait à Médiation Plurielle. Je crois que vous êtes nombreux à avoir bénéficié des enseignements de Catherine, moi de Catherine, l'atelier d'entraînement, dans la formation pratique de la médiation, dans celle que tu as contribué à créer, la médiation à l'institution. Donc vraiment, merci pour tout ça. Et voilà, on te remet ce soir témoignage, amitié et l'institution.